Comment on en est arrivé là? Ok, on vous explique. Moi, c'est Ingrid, je suis restauratrice et voici Julia. C'est elle qui sera derrière la caméra. La façade rouge derrière moi, c'est mon premier restaurant. Il fut un peu le point de départ d'une question simple. Quel est ce lien qui unit les restaurateurs aux producteurs? Et est-ce que les restaurateurs connaissent réellement l'histoire des produits qu'ils cuisinent? Une idée est donc née. On va aller rencontrer des agriculteurs et leurs chefs partenaires. Grâce à nous, Blue aura vu du pays. Depuis notre rencontre avec Jolane, en Vendée, Julia et moi avons parcouru la France sur 828 km. Nouvelle destination, la Drôme et la rencontre avec une oléicultrice. Et oui, parce qu'on avait un deal avec Julia. Parce qu'elle adore les olives, elle accepterait de m'accompagner sur ce voyage, sous condition de découvrir un domaine oléicole. Et comme je connaissais un super restaurant à Nyons, c'était parfait. Nous arrivons sur la ferme Bresse, en plein cœur des baronnies provençales. Régine Bresse est une oléicultrice passionnée. Elle cultive ici des olives bien particulières, les olives de Nyons. La ferme Bresse, c'est une histoire de famille quand même, puisque je suis la 6e génération. D'accord. Je dois ces arbres, alors pas directement celui-là, mais à mes ancêtres, parce qu'il faut savoir que l'olivier pousse très lentement. Et quand on plante, moi-même j'en ai planté, on plante souvent pour la génération qui vient après. Cette histoire de famille est importante, déjà pour les oliveries en place, ensuite pour la transmission d'un savoir-faire, puisque à la ferme Bresse, on prépare l'olive depuis déjà de nombreuses générations. La variété Tanche, cette variété d'olive, est cultivée essentiellement sur ce territoire. Pour quelle raison? On peut dire que c'est un fruit endémique de la Drôme. C'est lié à un terroir et c'est lié à un microclimat. Cette variété est adaptée à un certain froid quand même l'hiver. C'est la partie la plus septentrionale de la culture de l'olivier à ce jour. Donc, avec le changement climatique, ça peut évoluer, ça. Donc, c'est un olivier qui est franc de pied, qui n'est pas greffé et qui résiste à des froids pouvant descendre jusqu'à -15 en hiver. C'est une variété qui n'aime pas le grand vent parce que les olives étant un peu grosses, elles peuvent tomber facilement. C'est un olivier qui est assez sensible à un petit champignon en bord de mer qui est plus humide, il ne serait pas vraiment adapté. Voilà, il y a plein de petites raisons qui font que il est venu à se développer depuis des siècles. L'olivier a pu se développer grâce à la création de l'appellation, l'AOP, Olive de Nyons. Donc grâce à des hommes et des femmes qui se sont mobilisés pour faire reconnaître un produit typique qui ne se produit quasiment pas ailleurs, tout simplement parce que cette variété Tanche ne pousse pas ailleurs que dans les baronnies. À ce stade de maturité, les olives sont lisses parce qu'elles sont vertes. Une olive verte est toujours lisse, mais nous les cueillons quand elles sont mûres. Et donc, elles ont changé de couleur. On dit qu'elles sont noires, mais en fait, elles ne sont pas noires. Elles sont même légèrement bleutées parce qu'elles ont une petite pellicule qui après va disparaître quand on les met en saumure. Et l'olive doit être légèrement fripée. Pourquoi fripée? Parce qu'il a fait froid, les premiers froids sont arrivés. La sève se retire progressivement des branches, retourne dans le tronc. Et l'olive, elle perd son eau. Sa robe devient un peu trop grande en fait pour elle. Et elle se fripe. Celui qui a vite compris le potentiel gustatif de l'olive de Nyons, c'est Christophe Mallet. Dans le restaurant qu'il tient avec sa compagne Isabelle, le restaurant d'un goût à l'autre, il prend plaisir à travailler les olives de Régine sous diverses formes, du sucré au salé. Et plus qu'un goût, ce qu'il veut transmettre à ses clients, c'est la passion de Régine, l'histoire de sa ferme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ton restaurant? Alors oui, nous si tu veux, on a suivi un parcours classique, une école hôtelière, où on nous apprend la cuisine, mais que la cuisine, on ne nous apprend pas à travailler les produits du cru. Je m'entends dire les produits du cru, les produits locaux qui sont à côté de chez toi, dans un rayon de moins de 100 km,
pour les viandes ou 200 pour les poissons, où tu peux trouver vraiment quelque chose des gens passionnés qui t'apportent des produits de très haute qualité. Et on rentre dans un système très... Vertueux? Non, pas vertueux. Logique. Logique. Un système qu'on n'aurait jamais dû quitter. Avant d'ouvrir ton restaurant, tu as fait comme ce que font beaucoup de chefs, ce qui est normal, un travail de sourcing. Et tu as décidé de travailler avec Régine pour les olives. Pour quelle raison est-ce que tu as choisi cette collaboration? Alors réellement, on a travaillé, on a cherché plusieurs producteurs d'olives parce que sur la région, l'olive, c'est le Saint Graal. Les producteurs, il y en a des très bons, il y en a des bons. Après, c'est une question de relation humaine. Tu as des gens qui sont plus passionnés que d'autres dans ce qu'ils font, si tu veux. Et à un moment donné, on a rencontré Régine, on a goûté ses produits qui sont excellents, mais on a surtout rencontré la femme. Qui est une femme de passion et qui est une femme d'envie et qui est une femme qui transmet ce qu'elle aime. Et ça, c'est important. En cuisine, ce qui est important, c'est pas la base du produit. Ce qui est important, c'est l'humain. Quand l'humain est là, si tu veux, tu arrives à avoir des produits qui sont de très haute qualité. Parce qu'il met deux choses que les industriels ne mettent pas. Il met de l'amour et il met de la passion. C'est ça. Et quand tu arrives à un stade où tu as un producteur qui met de l'amour, toi, en tant que cuisinier, tu peux que retransmettre cet amour. Tu vois, tu donnes aux gens ce qui est le plus important, ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher une expérience. Tu les fais voyager d'un point A à un point B. Le point A, c'est de lui parler de notre olive d'oignons, ou notre légume, ou notre carotte, ou notre éleveur de bœuf. Et c'est de leur montrer qu'avec toutes ces parties de l'animal, toutes ces parties du légume, tu arrives à faire quelque chose qui, pour lui, sera exceptionnel. Ça, c'est bien dit, car effectivement, on apprendra qu'il est possible de voyager avec une olive. Régine nous propose une dégustation de l'olive de Nyons à côté de sa boutique. Une belle occasion de discuter cuisine avec Christophe et de le laisser guider nos papilles sur ce voyage. Si toutefois, il arrive à en attraper une dans le pot. Un jour peut-être, tu seras mienne. Donc là, l'olive en saumure, dite olive de Nyons, ici sans sel. Une préparation qui est l'olive au naturel sec. Et là, juste avec un tout petit peu de sel par-dessus, après la préparation, ça développe les arômes et on ressent bien ce côté sous-bois, cacaoté, et avec un petit fond de noisette aussi. Enfin, je ne sais pas si tu retrouves tout ça. Nous, la sans sel, on l'utilise beaucoup en dessert. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, on relève des notes de noisette, on relève des notes de cacao légèrement vanillées. Puis c'est sucré, il n'y a pas du tout de sel. C'est sucré, tu n'as pas besoin de trop la travailler. Ça se marie très bien avec du chocolat, avec des alcools tourbés ou du fumé. En fait, à chaque olive, son utilisation. Donc, tu nous disais que les olives au naturel, tu vas plus les utiliser sur les desserts. Les demi-sels... Les demi-sels, on va plus les travailler en cuisine. D'accord. Tu vois, parce qu'elles apportent, elles gardent ce goût légèrement cacaoté, mais elles vont apporter ce léger goût de sel qui est important, qui nous plaît. Nous, on en fait beaucoup d'ailleurs, une terre d'olive pour agrémenter un plat. Et pour le plus grand plaisir de Julia, on déguste aussi de l'huile d'olive de Nyons. Ce serait d'une finesse assez incroyable, Julia. Je pense qu'il faut absolument que tu la goûtes. Une extraction du mois de janvier, de fin de récolte. Elle est particulièrement douce. Il n'y a absolument pas d'amertume. Elle est très beurrée, très onctueuse. On ressent ce petit goût de noisette, mais elle est quand même excessivement douce. Alors, ça m'intéresse, Christophe, parce que de voir l'utilisation de l'huile. Parce que moi, dans une salade, peut-être que je préfère une huile un petit peu plus tonique, tu vois, et là, comment tu l'utiliserais, cette qualité de produit-là, il faudrait l'utiliser tout simplement. Tu vois, juste sur une tomate avec un brin de sel. Ouais, ou sur une mozzarella, peut-être, non? Même, ou une pomme, un chèvre. Moi, je prendrais une burrata. Ou une feta, une feta fraîche. Mais la feta a plus d'acidité quand même. Oui, mais justement, ça va contrebalancer avec le goût légèrement beurré. Eh bien, on le retrouve dans le fromage de chèvre, cette petite acidité. Nous, souvent, on mange le fromage de chèvre avec un petit peu d'huile d'olive. Avec Christophe et Régine, on comprend bien que le métier de restaurateur, c'est avant tout une histoire de passion, de partage, de lien à la terre et de relations humaines. L'envie de faire plaisir aux gens. Et cette envie-là, c'est une envie que devraient avoir tous les cuisiniers. C'est la base du métier. C'est ici, dans la Drôme, que se termine notre voyage. Cuisiniers,
et futurs cuisiniers, on espère que ces mots vous ont inspiré, que ces rencontres vous ont donné envie de vous rapprocher du monde agricole et de mieux comprendre l'histoire des produits que vous cuisiniez. Parce que, comme le disait Claude Lévi-Strauss, il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser.